Donc, je me présente. Je suis Leïla Sibi. Donc, moi, je suis dans l'IMO depuis que j'ai 20 ans. J'en ai 38 aujourd'hui. Et je suis maman de trois enfants qui ont 10 ans, 8 ans et 3 ans. Et je suis conseillère en immobilier indépendante depuis 3 ans et demi. J'ai tenu à faire ces ateliers, mais ces ateliers sont des ateliers de partage, mais surtout pour des personnes qui souhaitent avancer et pas seulement consommer en mode popcorn et après, derrière, ne pas passer à l'action, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, je préfère annoncer le tempo dès le départ. Et on va faire en sorte que ce soit vivant, parce que le but, c'est pas que vous vous endormiez devant ce que je vous raconte. J'ai une question à vous poser, enfin à poser à certains d'entre vous bah, qui voudront bien intervenir. Est-ce que vous vous sentez légitime à votre place en tant que conseiller en immobilier? Qui veut répondre à cette question? Et pourquoi? Surtout, pourquoi vous vous sentez légitime dans votre place de conseiller en immobilier? Répondez pas tous à la fois. Bon, bah allez, je me lance, hein. La Allez, Thomas. légitimité. Eh ben, écoute, moi, c'est Thomas. Je suis directeur de Moselle, frontière luxembourgeoise. Donc moi, je pense que la légitimité aujourd'hui, je l'ai par rapport à l'expérience que j'ai acquise, la notoriété que je développe sur mon secteur, et aussi le fait de m'être formé et d'être convaincu de mon sujet. Je pense qu'on fait des croyances au fur et à mesure qu'on avance dans ce métier-là et dans cette aventure, en tout cas entrepreneuriale et indépendante. Mais je pense que ça s'acquiert avec le temps, que c'est pas quelque chose qu'on a tout de suite. Je pense qu'il faut se former, il faut être convaincu, il faut avoir une culture immobilière. Et après, ça se développe avec le temps. Mais effectivement, aujourd'hui, j'ai plus du tout d'appréhension en rendez-vous. J'ai plus de, comment dire, je suis convaincu. En fait, je suis convaincu. Donc, vu que je suis convaincu, je suis convaincant et du coup, ça fonctionne plutôt pas mal. Très bien. Ok, merci Thomas. Très Mais intéressant. de rien, ça me fait plaisir. Thomas, t'es d'où, Thomas? T'es de Metz? Mais Jean-Sébastien, c'est moi, ton ennemi Ah, juré. Bon, Bah oui, c'est moi. Il est du même secteur que moi, Jean-Sébastien. ah c'est super. pour ça que je me dis, putain, la voix là, je la connais, la voix là. Et quand j'ai entendu Mais Moselle, bien je me sûr, suis dit, Du coup, c'est le conseiller Jean-Sébastien, immobilier dans l'air. Jean-Sébastien, dis-nous toi. moi, au début, j'ai eu du mal. Moi, au début, j'ai eu du mal. Et un peu comme toi, moi, ça fait, avant de faire de l'immobilier, moi, ça fait 4 ans que je suis chez IAD. On va dire, depuis l'âge de 18 ans, on va dire, je faisais de l'immobilier pour moi. Ça fait que, on va dire, quand je vais en rendez-vous, quand les gens me posent des questions on va dire, sur un bâtiment, sur des caractéristiques des maisons, des appartements, on va dire, pour moi, il faut pouvoir répondre. Voilà, et c'est pour ça que, on va dire, moi, l'année dernière, j'avais un petit creux, et cette année, je passe, on va dire, une fois par semaine, je fais de la formation. Je fais de la formation, parce que pour moi, c'est essentiel de se former. On en apprend tous les jours. Tous les jours, on en apprend. Voilà. Complètement. Voilà. Et c'est pour ça que je te disais, quand il y a 40 personnes qui s'inscrivent et qu'il y en a, je sais pas dire 24, je trouve pas ça normal. Et on le voit, Thomas, il va pouvoir le dire sur notre secteur, il a des gens qui s'inscrivent en présentiel, ils viennent pas. Moi, je serais formateur, ça me rendrait fou. Ça me rendrait fou. C'est un manque de respect pour les gens. Ouais, le respect, on va en parler aussi. Merci Jean-Sébastien pour ton intervention. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Alors moi, je suis donc Anne, je suis chez IAD depuis 1 an et demi. Donc en effet, la question de légitimité, elle se présentait forcément au démarrage. Bon, j'ai 54 ans, j'ai un parcours professionnel dans l'assurance pendant presque 30 ans précédemment. Donc j'étais forte de mon savoir-faire précédent, mais même si mon métier était déjà la vente, c'était voilà, un univers différent. Et en effet, je suis tout à fait d'accord sur le principe de la formation. Après, on peut aussi apprendre en marchant, hein, c'est pas forcément obligé de tout savoir. Mais moi, ma légitimité, bah là, je commence voilà. Maintenant, je commence à la ressentir parce que voilà, j'ai vendu des beaux biens, des petits biens, enfin voilà, grâce à mon savoir-être, plus que parfois aussi mon savoir-faire. Mais c'est quand même important d'avoir des bases et de fait de mon âge, j'ai de l'expérience par mes achats propres, par rapport à mes travaux chez moi, par rapport à des choses. Donc,
moi, où je trouve que des fois c'est un petit peu difficile, c'est quand il y a des très très jeunes, voilà, qui se forment pas et qui en fait se lancent. Et là, en effet, ils peuvent décrédibiliser pas mal enfin, la profession. Complètement. Merci Anne, c'est intéressant ce que tu viens de nous dire. Je vais rebondir dessus. Jean-François, tu as demandé la parole. Oui, c'est juste pour compléter un petit peu ce qui a déjà été dit, formation bien entendu. Ce que je dirais surtout, c'est de passer à l'action. C'est faut pas attendre non plus de se rassurer, de se conformer trop dans une masse d'informations, de formations. Le passage à l'action, le terrain sera toujours aussi formateur. C'est important. Faut pas non plus trop rester en retrait. Et Complètement. c'est aussi ce qu'on dit souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ben, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit d'apprendre de ces erreurs. L'erreur, ce serait de les reproduire finalement. Donc la légitimité, on la construit, donc, surtout. C'est ça qui est important. Exactement. On l'a construit, mais on la construit pas n'importe comment. Alors c'est bien d'aller sur le Tout terrain, à fait. c'est bien de passer à l'action, mais il est indispensable de faire les choses bien, surtout quand on a entre les mains des projets de vie comme nous. Alors moi, pour mon expérience personnelle, je me sens légitime, je me sens à ma place parce que je mets tout en œuvre pour mener à bien ma mission que me confient mes clients. Je mets tout en œuvre. Donc ça passe par un certain nombre d'actions, hein, on va le développer après, mais voilà pourquoi je me sens légitime aujourd'hui. Vous parlez beaucoup de formation. La formation, c'est bien. Il faut se former parce que ça fait partie de la légitimité, effectivement. Mais est-ce que vous vous êtes posé déjà la question, ce que vous valez-vous, votre posture? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, est-ce que moi, si j'avais une maison à 500 000 euros à vendre, je confierais à Leïla l'exclusivité pour la mise en vente de ma maison? Est-ce que, Avec un brushing pareil, sans hésiter. Thomas, est-ce que c'est une question que vous vous êtes déjà posée à vous-même? Parce que, je le rappelle juste comme ça, hein, le produit, c'est vous. Si vous ne savez pas ce que vous valez, comment vous voulez demander à quelqu'un qui vous connaît peut-être ni d'Ève ni d'Adam de vous faire confiance? Bah, c'est toute la difficulté en fait du départ, déjà. Alors, je rejoins un petit peu, Marie, c'est ça ton prénom. Ouais, ouais. Je rejoins un petit peu ce que tu disais tout à l'heure sur le début de l'aventure. Alors, je parle pas des parrains, des marraines. Mais ce qui est fortement dommage, et c'est aussi pour mon cas personnel, quand je suis arrivée en tant qu'indépendante, on m'a pas appris à être à être entrepreneuse. Alors, j'ai cherché par moi-même, hein, comme je le dis, hein, quand on décide d'être son propre patron, ben, on est responsable de ses réussites comme de ses échecs. Donc forcément, quand il y a quelque chose qui va pas, on va pas aller chercher la faute du client, du parrain, du réseau, etc. On va aller chercher là où on a merdé. Et Ah moi, oui, ça, je suis à 2000% d'accord. Mais pour tout d'ailleurs dans la vie, pas que pour le travail, hein. mais complètement. Moi, à chaque fois que j'ai une merde dans un dossier ou que j'ai un échec, parce que je considère quand même que je n'échoue pas, j'apprends, Exactement. à chaque fois, je vais Mettre en question. chercher là où j'ai merdé. Et tout le temps, je trouve. Mm. Ça peut être un problème compétence, j'irai peut-être pas jusque-là, mais j'ai mal fait quelque chose. Et surtout, et très souvent, c'est par rapport à la posture que j'ai adoptée. Donc, je vous invite fortement pour travailler justement votre légitimité et la posture que vous allez adopter face à vos clients et vos filleuls et vos futurs filleuls, hein, parce que bah, ça va avec, à travailler sur vous, à chercher vos forces, vos faiblesses, vos blessures. Vraiment, il faut que vous puissiez vous connaître par cœur pour ensuite adopter les bonnes postures vis-à-vis de vos clients. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir là-dessus? Est-ce que quelqu'un s'est déjà remis en question de cette façon-là? Personne. Moi, ça m'est arrivé dernièrement. J'ai un dossier un peu compliqué où, du coup, moi, je suis quelqu'un qui mise énormément sur la relation et ça me réussit plutôt pas mal. Mais quand je tombe sur des profils plus techniques, plus dans le détail, c'est toujours plus compliqué pour moi de m'adapter. Alors, avec le temps, je progresse, mais,
Mais là où je me remets en question et je l'ai dit au client, le client, bon, bah voilà, m'a attaqué sur deux, trois choses, deux, trois éléments. Alors après, moi, je suis ce qu'on appelle quand même un producteur, donc c'est sûr que dans le volume, des fois, il y a des choses que je néglige et je le vois de plus en plus parce que c'est vrai que c'est suivre tous ces dossiers, etc. Il y a peut-être des fois des petites tâches qu'on oublie de faire, où on s'encroute un petit peu sur le siège du succès et puis en fait, on est là en essayant de se remettre en question quand on peut. Et justement, bah, ce client-là, je l'ai remercié parce que je lui ai dit, je dis, bah, grâce à vous, grâce à cette expérience-là, en fait, bah, je suis monté en compétence encore une fois de plus. Donc, je l'entends sur le mécontentement que vous pouvez avoir. Mais par contre, grâce à cette situation-là, moi, je sais que j'ai progressé. Je sais que bah, si on l'observe comme un échec, bah, forcément, on va se dire, ah punaise, j'ai mal fait. Alors que pour moi, j'ai pas mal fait. J'ai forcément remis en question certaines choses, mais ça m'a permis de monter en compétence. Donc, je trouve que l'expérience, pour moi, elle est toujours autour de la perception qu'on se fait d'une situation, quoi. Et c'est très très intéressant ce que tu dis et je vais rebondir justement sur cette introduction. Sébastien, tu as demandé la main? Oui, bah c'est pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est effectivement, enfin moi ça fait 1 an que j'ai commencé, je viens de fêter mon anniversaire là ce mois-ci. Et en fait c'est vraiment ça, c'est des fois pas tellement la compétence que je pourrais avoir que la manière dont moi je le perçois et dont je vais considérer les personnes en face de moi. Et effectivement, quelqu'un qui a des notions en bâtiment, moi je suis pas du tout issu de ce milieu-là, je vais facilement le mettre en retrait où ça va être effectivement des problèmes de posture sur des maisons à 500 000 euros, quand les personnes vont parler de manière un petit peu hautaine ou d'un autre milieu, je vais plus facilement me mettre en retrait euh, que sur des maisons un peu plus classiques. Donc effectivement, c'est beaucoup sur la posture et la manière dont on se perçoit. Et en fait, je me Il dis faut le des fois, si j'ai travailler. pas confiance, Il faut le la travailler. personne en face le ressent tout de suite, quoi. Il faut le travailler. On a mille et un outils, à mon sens, pour pouvoir travailler sa posture, son mindset, etc. On a tellement de choses à notre disposition. N'oubliez pas, on n'a pas. Alors, les formations du réseau sont très bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi plein de formations ou d'accompagnements qui pourraient vous permettre d'adopter les bonnes postures. Moi, aujourd'hui, quand je fais rentrer des filleuls dans mon équipe, déjà, je vais tester un petit peu son mindset. Si c'est quelqu'un de trop fragile, je prends plus. Parce que j'ai décidé de miser que sur la qualité et sur des personnes qui ont les épaules pour devenir conseiller en immobilier indépendant. Et je commence par travailler son mindset. On fait que ça au départ. Parce que dans notre métier, tout le monde le sait, 80% de mental, 20% de technique. Tu m'expliquais qu'en termes de technique du bâtiment, etc., tu te sens pas calé. Forme-toi. C'est hyper important. C'est une des bases. Moi, quand j'entends un conseiller aujourd'hui qui me dit qu'il ne sait pas analyser les potentiels scénarios de travaux pour améliorer l'étiquette énergétique, je comprends pas. C'est inadmissible. Et je pèse mes mots. Parce qu'aujourd'hui, j'en vois trop de conseillers trop légers, ben, finalement, qui font des catastrophes. Les clients, ils sont dépités. On a une réputation de merde. Et moi, ça me chagrine fortement. Donc, c'est aussi un petit peu pour ça que j'ai envie de mettre en place ces ateliers, pour essayer de lever le niveau un petit peu de la profession. À moi seule, bien entendu, à l'échelle nationale, j'y arriverai certainement pas. Mais si au moins je peux capter quelques personnes qui vont dans le même sens que moi, je pense qu'on peut faire les choses bien. Je rebondis sur ce que tu disais, Thomas. Tu me disais que tu es un producteur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va ensemble cet après-midi au top 25 IAD. Parce que oui, moi aussi, je suis une productrice. Par contre, je ne néglige rien. Alors, je fais des erreurs comme tout le monde. Je fais pas de volume. Je fais de la qualité. Et j'ai pas honte de le dire. Quand je prends un mandat, je vais tout analyser. Alors déjà, quand je rencontre mon client pour la première fois qui me demande une estimation, je sais qu'il y a bon nombre de conseillers, pour pas dire la majorité, ils y vont les mains dans les poches. Est-ce que vous pouvez me partager un petit peu votre expérience sur vos estimations? Quand on vous appelle pour faire une estimation sur un bien, qu'est-ce que vous faites? Il y a que Madame des timides sur ce Fontaine, groupe ou comment ça se passe? comment? Il y a Comment? que des timides. Ben ouais, mais moi je vais demander à Naoshin Soukan, qui est ma marraine espagnole, elle va intervenir.
Eh ben écoute, moi quand j'ai une estimation à faire, j'essaie d'avoir tout un maximum d'infos avant d'arriver en estimation. Déjà, il nous donne l'adresse du bien. Aller sur Google, aller voir tout ce qu'il y a autour du bien, montrer que je connais ma zone. Je vais aussi sortir la feuille de cadastre. Je vais faire une pré-estimation, en fait, pour savoir moi déjà à peu près dans quel prix ça va se situer. Donc, en fait, aujourd'hui, on a plein d'outils pour pouvoir aller en rendez-vous aller en rendez-vous armé, j'ai envie de dire. Il faut y aller armé, il faut y aller prêt, Complètement. tu vois. Et comme tu disais le mindset tout à l'heure, il faut aller en rendez-vous avec un mindset de professionnel. J'arrive, je connais mon secteur, je vais faire mon estimation, je sais où je vais. Et si je mets un pied dans le bien, il faut que je ressorte avec le mandat. C'est tout. Complètement. Complètement. Alors, pour rebondir sur ce que dit Nao, moi, quand on m'appelle pour une estimation, si je suis à l'extérieur, que j'ai pas le temps, que je suis en voiture, je demande à la personne de me laisser ses coordonnées et je la rappelle. À un moment où je serai calme, à un moment où je serai posée et je pourrai lui poser toutes les bonnes questions. Et donc, je prends ma petite fiche de découverte de biens et je lui demande toutes les infos dont j'ai besoin pour faire une préestimation. Donc, alors si c'est dans mon secteur, moi, j'aurais pas trop de difficultés, je connais bien ma zone. Ah oui, je rebondis sur une chose. Je pense qu'il y a beaucoup de conseillers qui ne connaissent pas leur zone de chalandise. Et ça, c'est la base. Ça fait partie de la première chose à étudier quand on arrive en tant que conseiller en immobilier. Moi, mes filleuls qui viennent de rentrer dans mon équipe, je les envoie aller au service de l'urbanisme à la mairie, hein. Je leur dis, vous y allez avec les croissants ou la boîte de chocolat et vous allez vous faire des copains là-bas. Comme ça, vous allez connaître déjà le personnel de la mairie, c'est hyper important. Et au-delà de ça, vous allez connaître tous les projets d'urbanisme dans le futur. Si vous vendez un bien avec un terrain vague en face, pas de vis-à-vis, c'est génial. On vous pose la question, est-ce qu'il y a des projets sur ce terrain dans le futur? Non, 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 il n'y a pas de projet. Non, pas de projet. 2 ans après, il y a un immeuble qui pousse. Votre réputation, elle en prend un coup, je vous le dis, hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir le service urbanisme. Vous prenez un rendez-vous. Et comme je vous dis, hein, apportez-leur les croissants ou soyez sympa parce que, bon, en réalité, ils n'ont pas que ça à foutre. Mais si vous y allez avec votre belle gueule enfarinée, avec un beau petit brushing et surtout avec beaucoup de sympathie et d'intelligence émotionnelle, vous avez de quoi vous faire des copains et en plus, vous allez avoir toutes les infos. Et si en prime, vous leur dites que vous seriez sympa s'ils vous font des recommandations, ça peut être pas mal. Donc moi, quand on me demande effectivement d'aller estimer un bien, je sais déjà la valeur qu'il a avant d'y aller. Il me reste plus qu'à visiter l'intérieur. Après, bien évidemment, s'il y a des travaux, si c'est en mauvais état, on ajuste. Mais quand j'y vais, j'ai une parfaite connaissance de mon dossier. Il me reste plus qu'à ajuster diagnostic, état intérieur, etc. Parce que bien évidemment, hein, quand on fait une préestimation et qu'on ne connaît pas encore le diagnostic, si on est en F, c'est plus le même prix, par exemple. Euh, Quelqu'un veut nous partager sa façon d'aller estimer un bien? Peut-être qu'il y a des idées qui pourraient être intéressantes. Moi, je veux Bah, bien compléter. Vas-y, Jean-François. Euh, alors, c'est vraiment déjà pour compléter ce qui a déjà été dit, qui est très bien. Lorsque j'ai un appel, donc, que je fais un appel, voilà. Première chose, c'est effectivement l'adresse, la localisation, etc. On a des outils qui nous permettent de chiffrer très rapidement une préestimation. On arrive en R1, on a déjà lancé le Yanport ou le cadastre, ça dépend de l'outil que vous utilisez, mais effectivement, on sait la fourchette dans laquelle on vient. Et on vient avec un mental de gagnant, en fait. On vient pas avec le moral dans les chaussettes. En fait, on vient, on se dit, je sors avec le mandat. Et il faut visualiser, comme tous les athlètes, il faut visualiser la victoire. Il faut visualiser ces étapes. Et si on n'est pas convaincu soi-même qu'on va sortir avec le mandat, on l'aura pas. Donc, peu importe qu'on soit seul ou qu'il y ait 12 agences, faut avoir le mindset. Et c'est hyper important, lorsqu'on arrive en rendez-vous, de distiller tout plein de petits éléments qu'on va lâcher au R2
Ah, moi, je travaille comme ci, comme ça. Ah, on va faire comme ça, les photos. Ah, ça, c'est un point important. Je vous en parlerai la prochaine fois. La façon que j'ai travaillé, ah, ça me fait penser à cette maison que j'ai en exclusivité. Tac, tac, tac. Et en fait, toutes ces petites choses que je vais distiller lors du R1, quand je vais visiter le bien, l'appartement ou la maison, et ben, quand on va remettre le R2, ça peut être à la fin de la semaine ou au début de la semaine d'après, euh, et ben c'est quasiment une redite. Quand j'arrive en R2, il y a des fois, même moi, je suis décontenancé. Les clients, ils me disent, bon, ben, on signe. Ouais, enfin, laissez-moi le temps de rentrer deux, trois trucs, machin, deux, trois datas. Je vous envoie le mandat. Là, je rentre chez moi. Je fais ça tranquille du bureau, signature électronique. J'aime pas faire ça sur le coin d'une table. Mais Après, il faut s'adapter. Il faut s'adapter au client faut en face. s'adapter, Mais effectivement. c'est très intéressant ce que tu nous dis. Effectivement, quand on arrive en rendez-vous, bah déjà, quand on connaît le secteur, quand on connaît le bien, qu'on a déjà tout étudié, qu'on a passé une bonne heure et demie à faire une préestimation, bah déjà, en termes de posture, c'est pas la même. Mhm. Alors que quand on arrive, excusez-moi de l'expression, avec sa bite et son couteau, et qu'on n'a rien vu, rien préparé, on passe pour quoi? Mais la majorité font ça, hein. Ah bah Mhm. on m'a appelé pour faire une estimation. Donc c'est bien, il a sa feuille toute vierge. Et puis il s'assoit. Bon, on va parler. Alors, votre maison, alors sans même chercher à comprendre le projet du client, hein, parce que ça c'est, on en parle vite fait, mais c'est quand même la base. Nao, tu voulais intervenir? Ouais, je voulais rebondir sur le mindset et partager juste un truc que moi j'ai vécu en fait en arrivant en Espagne parce que c'est vrai que je connaissais très bien mon travail en France, donc en termes de posture je me sentais bien, mais en arrivant en Espagne en fait bah, je connaissais pas le métier à l'espagnol, je ne parlais pas bien espagnol et du coup difficile d'avoir une posture parce que ça peut peut-être arriver pour des novices qui n'aient pas la posture parce qu'ils se sentent pas forcément à leur place en fait. Et c'est vrai qu'au début moi j'ai perdu confiance en moi par rapport à mon travail, par rapport à plein de choses. Et on avait fait le Cap ML ensemble, Laïla, je crois que c'était à Cannes, et il y avait une intervention de Franck Nicolas qui nous a vachement boosté en termes de mindset et tout. Et puis bah, moi, dans mon vol de retour, bah, j'avais tout ce boost en moi. Et en fait, je suis rentrée en me disant, bah voilà, maintenant je suis une autre personne, je vais me comporter autrement. Je suis arrivée en rendez-vous, du coup, juste avec une posture différente. J'avais pas plus de connaissances, je parlais pas mieux espagnol, donc vraiment juste la posture qui avait changé. J'ai rentré le mandat en exclusivité, je l'ai vendu une semaine après. Et en fait, c'est là que j'ai compris que le problème, c'était pas les compétences, c'était pas, en fait, c'est juste nous, notre mindset. Mais Je vous- complètement, mais je suis 120% d'accord avec toi. Votre posture, elle change tout dans votre approche client, elle change tout dans le fait d'avoir des mandats en exclusivité et elle change tout dans le fait de générer des offres. Parce que quand vous allez, donc vous rentrez le bien en exclusivité, donc vous allez l'analyser parfaitement, parce qu'il est hors de question que vous ne puissiez pas répondre à un client acquéreur quand il vous interroge sur des points techniques ou spécifiques du bien que vous avez à vendre. Donc une fois que vous avez fait une estimation, que vous avez tellement bien travaillé dessus que vous êtes au prix du marché. Après, il va falloir convaincre de se mettre au prix du marché, mais ça, on a tous les outils pour, et encore une fois, la posture. Parce que si vous faites comprendre à votre client, bah, le prix, c'est ça. Si vous voulez vous mettre au-dessus, moi, je peux rien pour vous. Je sais vendre, mais pas au-dessus du prix du marché, parce que les clients, c'est pas des pigeons. Et moi, j'ai aucune difficulté à dire ça à mes clients. OK. Et Vous- là, Oui? et là, sur la partie, on est d'accord, cet atelier, parce que du coup, je l'ai intégré parce que tu m'as invité en dernière minute, mais l'idée, c'est de partir sur comment obtenir des flux, c'est ça? Bah, merci d'avoir lu ce que je t'ai envoyé, mais oui, c'est un peu ça. Mais je suis au volant, ne m'en veux pas, quoi. Ouais, c'est Non, ça. non, mais En en fait, fait, c'est c'est là, c'est un parce que je veux pas m'éloigner du sujet. Je voulais t'amener une approche, mais je veux pas m'éloigner du sujet et partir en cacahuète parce que moi, je suis un grand philosophe, mais si je peux donner juste un petit, vraiment un tip, parce que moi, pour moi, c'est vraiment une priorité. Et vraiment, quand on commence le métier, on est tout le temps à prôner que c'est un métier humain. Et en fait, moi, je suis pas le plus grand technicien, mais par contre, là où moi, je peux être bon, c'est créer du lien. Et moi, je le dis à mes filles, alors, j'en ai pas une flopée, hein, il y en a beaucoup qui ont tenté l'aventure. On reviendra sur le filtrage, comment on fait rentrer un bon filleul, etc., où il doit être bon état d'esprit. Mais dans l'esprit, je dis toujours, moi, je m'assois chez le client, la maison, je l'oublie. La maison, je l'oublie parce qu'aujourd'hui, j'ai mon niveau de compétence, je sais que je vais rendre une estimation correcte, je sais qu'elle sera bonne, je le sais, je n'ai pas de débat là-dessus parce que je maîtrise ma zone de chalandise, tu l'as dit, c'est important. Je sais où je vais, je connais les secteurs, j'ai assez estimé dans le coin, j'ai assez vendu. Le prix, je l'ai. J'ai même pas besoin de ça. Moi, je m'assois à table. Mon but ultime,
c'est de faire la différence et de créer du lien avec nos clients. On oublie la raison pour laquelle on est venu. On oublie très souvent parce que quand on est au début, je ne fais pas le même métier, je ne fais pas le métier de la même manière que je faisais au début parce que au début, on a faim, on a soif, on a vraiment envie de bouffer, on veut remplir le frigo et on a des objectifs. Alors, Et après, quand excuse-moi on a un petit Thomas, peu d'orientation, je peux pardon, juste, je peux juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Au début, on a faim, on a envie de rentrer de l'oseille, bah parce que on est indépendant, bah c'est bien, mais ça remplit pas le frigo d'être juste indépendant. Il faut aussi rentrer de l'argent. Il y a exactement, le client n'est pas il le responsable. ressent. Non, mais attends, le client n'est pas responsable de ta situation. Alors, je parle pas de toi, mais je parle du conseiller en termes généraux. Bien sûr, Le client n'a pas à endosser le fait que financièrement parlant, ce soit pas cool pour toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? exactement. C'est intéressant ce que tu dis et je veux vraiment rebondir là-dessus. Parce que on en a plein des conseillers qui ont les dents qui rayent le parquet et qui ont un seul but ultime, c'est de vendre pour avoir leur com. Et Et c'est là où vraiment c'est important, c'est de créer du lien et pas d'oublier les raisons pour lesquelles. Là, aujourd'hui, je suis de retour d'expérience, on était trois agents sur une maison. J'ai été le plus cher en honoraires. Donc, on est là à vanter qu'on est très souvent, que c'est un argument, qu'on est moins cher que ci, que ça. Moi, j'étais plus cher que les autres conseillers. Le client m'a choisi. Pourquoi il m'a choisi? Bah, parce qu'en fait, je me suis posé avec eux, j'ai écouté le projet et surtout, j'ai écouté le parcours de vie. Et en fait, j'ai créé du lien. J'ai cherché à vraiment à me dire que bah, on a 7 atomes crochus, on a ça, et c'est sur ça qu'on va faire la différence. Et au final, le côté technique, le côté estimation, peu importe. C'est vraiment ce qui a fait la différence à ce moment-là, et je suis convaincu de ça, c'est de créer du lien avec la personne. Alors oui, il y aura des clients qui vont être, comment dire, un petit peu sur leur portefeuille et qui vont pas te sélectionner pour telle raison, mais moi, vraiment, c'est comme ça que je fonctionne, c'est vraiment sur le lien, le lien, le lien. Parce qu'en fait, on est un mandat de confiance. Le client, moi je dis souvent, on n'est pas des assureurs, on prend un mandat, mais si on ne va pas au bout, on n'est pas payé. Donc concrètement, je suis payé au résultat. Donc j'ai tout intérêt à gagner votre confiance et surtout qu'on ait du coup une bonne relation de confiance jusqu'à la fin, parce que sinon ça ne marchera pas. non, mais Donc je suis donc c'est d'accord pour avec toi sur le fait de créer du lien. C'est la base de notre métier, hein. Même dans notre prospection, c'est créer du lien. Mais ça ça. ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il faut aussi des compétences techniques et juridiques. Parce qu'on tombe sur des situations qui peuvent être très dommageables lors d'une vente. Donc, je reviens sur ce que je disais. Quand on arrive, quand on est tout nouveau conseiller en immobilier, il faut qu'on vende absolument parce qu'on a besoin d'argent, sauf que le client en face, il n'est pas responsable de ta situation. Donc, moi, maintenant, quand je rentre des filleuls dans mon équipe, je vais analyser sa situation financière. S'il n'est pas capable de tenir au moins un an en autonomie sans vendre, ça va pas le faire. Enfin, c'est une petite aparté, hein, mais ne rentrez pas du filleul pour rentrer du filleul. Parce que vous allez le mettre en difficulté, vous allez vous mettre en difficulté, vous allez mettre des clients en difficulté parce que bah, si le but ultime, c'est de rentrer sa com, bah, on sait très bien que le travail ne sera pas fait correctement. Donc, pour C'est un peu comme revenir, un mandat qui n'est pas au prix. comment? J'ai dit c'est un peu comme un mandat qui n'est pas au prix, ça ne sert à rien de le prendre. Mais ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc, quand vous présentez votre estimation, vous avez la bonne posture, mais surtout les bons arguments et un dossier complet qui vous permet de comparer le bien aux autres du marché et qui vous fasse ressortir avec un mandat à un prix du marché. Euh, Sébastien, tu as levé la main, excuse-moi, dis-moi. Ouais. Oui, pour revenir là-dessus, c'est également enfin, moi, ce que j'ai découvert en cours de route et qui me semble vachement important, c'est le pouvoir du non. C'est vraiment, en fait, à un moment d'aller voir les personnes en disant, en fait, je viens pas pour prendre le mandat, comme on disait, dans n'importe quelle situation, au-delà du prix de l'estimation, etc. C'est-à-dire, en fait, j'ai une compétence, je connais bien mon secteur, je sais ce que je vous dis, c'est pas n'importe quoi, c'est basé sur des éléments solides. Et donc, en fait, je suis pas là, c'est pas vous qui me faites une fleur, en fait. Moi, je viens vous apporter une expertise, elle est super importante, et si elle vous convient pas, eh ben, en fait, on bosse pas ensemble, c'est pas grave. On Mais bosse sur la complètement. confiance, on travaille la confiance, c'est hyper important. Ça sert à quoi de rentrer un mandat si la confiance, elle est pas là? C'est quelqu'un qui, si la vente est un peu compliquée, qui va en fait nous lâcher, prendre quatre agences au bout de 3 mois, ça n'a aucun sens. Mais Donc, je suis en fait, je trouve que le complètement pouvoir d'accord du avec non et dire non aux personnes, c'est vachement essentiel. Ça permet de travailler quand même vachement plus sereinement quand on sait qu'on a ce pouvoir-là en main.
Qu'en Mais fait, c'est pas lui qui exactement. lui fait une fleur, c'est l'inverse. Exactement. Ces derniers temps, j'ai eu la chance, je sais pas si c'est une chance, d'être appelée à la rescousse parce que il y avait eu des professionnels sur le bien et qui n'ont pas vendu, ça s'est pas bien passé. Donc on m'appelle à la suite aussi d'exclusivités qui ne sont pas bien passées. Donc on me demande d'intervenir et de prendre la maison à la vente. Moi je leur dis par contre c'est en exclu, hein. Alors des fois tu as des clients, ouais mais bon, on sort d'une exclu où ça s'est mal passé. Je suis bah, c'est comme vous voulez. Moi je suis sûre du service que je vais vous apporter. Donc c'est exclu ou rien. Bah, je peux vous dire que cette posture, elle change tout. Hélène, tu veux intervenir? Oui, moi je voulais dire en fait expliquer une situation que j'ai eue parce qu'elle est vraiment représentative de ce qu'on parle. Moi, ça fait qu'un an que j'y suis, donc effectivement au niveau légitimité, c'était très compliqué au début. Je l'avoue. En fait, on se dit qu'il faut avoir des compétences. Moi, je dis non. En fait, il faut être soi-même, il faut être humaine. Moi, l'expérience que j'ai eue il y a quelques mois, j'ai des clients qui m'ont appelé par recommandation, donc je ne connaissais pas du tout, j'ai pas démarché du tout. Très dur en fait, très très dur. Je leur ai expliqué donc mes honoraires, ce que j'allais faire avec ces honoraires-là. Ils m'ont dit, ben nous, ce sera ça ou rien en fait. Pour travailler 3 heures, on va pas vous donner 12 000 euros. Donc je leur ai dit, ben déjà, ça fait 1 heure et demie qu'on parle en fait. Donc ça veut dire qu'il me reste plus qu'1 heure et demie pour vendre votre appartement. Ça va être très juste quand même, vu le marché en ce moment sur ma ville. Et donc je leur ai dit, mais moi, ce sera ça, sinon je pars maintenant parce que du coup, moi, je suis pas, pour ceux qui connaissent Marseille, je leur ai dit, on n'est pas au marché aux puces ici. Et moi, je suis pas là pour, entre guillemets, pour me prostituer, pour avoir un mandat, hein. Même si à l'époque, j'en avais pas tant que ça. En fait, j'aurais pu tout faire pour l'avoir. Et puis, et je pense que j'ai été droite, je leur ai dit ce que j'allais faire et que moi, c'était ça ou rien. Et qu'il y avait plein d'autres agences sur Vitrolles qui étaient probablement peut-être plus chères que moi, peut-être moins chères aussi. Mais moi, mon travail, c'était une relation de confiance et que sans la confiance, en fait, je pourrais pas travailler. Et j'ai signé l'acte authentique hier, en fait. Et ils m'ont rappelé hier soir pour me remercier 1000 fois. Et alors, certes, il y a eu une petite négociation d'honoraires parce qu'il y a eu une très grosse baisse de prix, je l'avoue. Mais en tout cas, je ne me suis pas démontée. J'aurais pu dire, bon, mais ok, ok, pas de souci, vous inquiétez pas. Et moi aussi, j'avais besoin de manger. Et moi aussi, j'avais besoin d'avoir cet argent parce que je débute. Mais si on commence comme ça dans le métier, en fait, on réussira pas du tout. Ah, mais je suis Et- complètement d'accord avec toi, Hélène. Et la posture, encore une fois, elle est très importante. Mm. Donc, je vais poursuivre sur le fait de mériter d'avoir des mandats de qualité. Quand vous rentrez, enfin, quand on vous confie un mandat, on va parler, c'est plus juste quand même, parce que c'est des clients qui vous confient un mandat, vous vous devez de connaître le bien par cœur. Moi, quand je découvre un bien, je vais découvrir le projet du client, ça va de soi, et on ne devrait même pas aujourd'hui en parler parce que le fait de demander à son client pourquoi il vend, quel est le projet derrière et comment on s'organise par rapport au délai de vente, etc., j'estime que quand même c'est la base, même si il y a des conseillers en immobilier aujourd'hui qui sont capables d'écrire tous les éléments techniques sur le bien pour faire l'estimation, mais projet du client, rien à foutre. J'en ai plus d'un qui fait ça, hein. D'ailleurs, là, je viens de prendre une maison en mandat. Je passe en exclu derrière une exclue d'agence où l'agence, à aucun moment, elle ne leur a demandé ce qu'ils font après la vente. Alors qu'ils changent de région, etc. Comment ils s'organisent? Est-ce qu'il y a un délai à adapter, etc. L'agence, jamais elle leur a posé cette question. Donc déjà, enfin, ils m'ont regardé comme un extraterrestre quand je leur ai demandé, alors, derrière, vous faites quoi? Comment on s'organise? Est-ce que vous avez un moyen transitoire, etc. Bon, c'était une aparté. Donc, quand vous découvrez le bien, vous allez poser toutes les questions techniques, les travaux qui ont été réalisés. Vous allez analyser le diagnostic de performance énergétique. Par exemple, je rentre une maison là en F. La première chose que j'ai regardée, c'est comment améliorer l'étiquette énergétique. Et bien évidemment, il suffit pas de juste le lire. Il faut s'en servir pour définir une stratégie de commercialisation. Quand vous avez un bien en F, forcément, les clients, quand ils regardent l'annonce, ils voient en F, oh là là, ça les fait fuir. Par contre, si vous mettez tout simplement dans l'annonce que en réalisant tel et tel travaux pour un budget de temps, vous allez passer en telle étiquette. C'est con, hein, mais je l'ai quasi jamais vu dans une annonce. Moi, je le fais et ça change tout. Pareil, quand un client vient visiter un bien et qu'on est en passoire énergétique, il faut que vous sachiez sur le bout des doigts
comment augmenter l'étiquette énergétique avec les programmes de travaux, les comprendre, éventuellement les faire chiffrer si juste l'expliquer et donner des budgets, ça ne suffit pas, mais c'est tout un travail derrière. Donc ça, c'est du boulot. C'est votre boulot de conseiller en immobilier, de pouvoir vendre le bien et de défendre les points négatifs et de mettre en avant les points positifs, bien évidemment. Pareil, quand vous avez un bien en copropriété, je serais curieuse de savoir combien de conseillers lisent les PV d'AG. ChatGPT. Non, je pense qu'on est assez intelligent pour pouvoir lire les procès-verbaux d'Assemblée générale, notamment les derniers points qui sont en général les travaux. C'est lourd à lire, je sais. Par contre, c'est indispensable. Quand vous prenez un bien en copropriété, vous devez connaître les caractéristiques du bien, ça va de soi. Tous les travaux qui ont été réalisés sur ces 10 dernières années. Comment on les trouve, les travaux qui ont été réalisés sur les 10 dernières années? Nao, tu te tais. Carnet d'entretien. Merci. Carnet d'entretien. Moi, quand je rentre un mandat, je demande tout le dossier que je dois transmettre au notaire. Donc, je vais demander aussi en copropriété les 3 derniers PV d'Assemblée générale, le dernier appel de fonds, la dernière régularisation de charges, la fiche synthétique, le carnet d'entretien. Éventuellement, s'il y a eu un DTG ou un plan pluriannuel de travaux, je les demande. Rassurez-moi, vous savez tous ce que c'est qu'un DTG. Diagnostic Ouais, technique global. En quoi il consiste? En quoi il consiste le DTG? Vous Tu vendez des évalues. biens en copropriété? Vous levez la main ceux qui vendent des biens en copropriété, soyez honnêtes. C'est hyper important de vous former, les gars. C'est le premier bien que j'ai en vente. Donc, j'ai encore jamais vendu de bien, hein. Donc là, je viens de rentrer. Donc, c'est le premier bien. C'est une succession. J'ai déménagé et fait le ménage moi-même de l'appartement pour ma cliente qui n'est pas là. Donc, je pense qu'on peut dire que je suis investie. Voilà, j'ai refait un peu de déco. Elle m'a envoyé un beau bouquet de fleurs d'ailleurs pour me remercier parce qu'elle connaît mon investissement et je suis surmotivée. J'ai une très bonne marraine qui m'apprend plein de choses et c'est vrai qu'on ne connaît pas tout et qu'en 2 mois, on ne peut pas tout connaître. Alors, vas-y, Leïla, éclaire-moi. C'est Alors, l'état je vais technique pas de t'éclairer, l'immeuble. je vais pas t'éclairer parce que ta posture d'entrepreneur, c'est de prendre des notes comme tu es en train de le faire et Exactement. après aller Écoute, chercher ce que c'est. DTG. Alors, C'est vas-y. le, Diagnostic technique c'est le global. diagnostic technique Tu sais global et quoi, c'est Marie? Je t'invite à aller chercher ce que c'est et après on se passe un petit coup de fil. Diagnostic technique. Global. Ok. Elle a dû m'en parler, hein, et j'ai dû le voir. Peut-être Les pas. PV d'AG, je les ai lus, c'est très long. Et c'est vrai que j'ai fait toute une synthèse. Et pour un premier bien, et c'est là où je vais rebondir, où je me suis dit, eh ben en fait, conseiller immobilier, c'est un vrai métier. Mais complètement. Et C'est un on, Mais vrai métier. c'est pour ça que je te disais que au départ, il faut vraiment savoir où est-ce qu'on met les pieds, même si on est adulte. J'ai 41 ans, j'ai un enfant, je paye des impôts, enfin, je suis comme tout le monde. Mais en fait, c'est un métier qu'on ne connaît pas. Demain, si on, enfin, un chirurgien esthétique, c'est pareil. Il y a des trucs, il faut maîtriser. Et je suis totalement d'accord avec toi pour dire, il faut être maîtrisant. Mais je pense que dans le temps, quoi. Dans le non, mais temps, complètement, on ne peut pas tout savoir d'un coup, on n'a pas la science infuse. exactement. Moi, il m'arrive d'avoir des cas d'école sur des domaines de fiscalité, etc. Quand j'ai une colle sur un sujet, je peux te dire que dans les 24 heures, j'ai la réponse. Mais Je oui, non, mais tourne bien sûr. tel et terre pour avoir la réponse. Mais J'ai on se des prend des Hum coups de stress de ouf parce qu'on a envie d'assurer devant notre client et on se le doit. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et Mais ben c'est vrai ça, c'est la bonne posture, Marie. que tout est nouveau, quoi. Tout est nouveau, donc on engrange plein d'informations. Moi, je dis à ma marraine, elle s'appelle Leïla aussi. Je lui dis, écoute, Leïla, je dis des fois, elle me dit, non, ça va aller, ça va aller. Parce que je lui dis, voilà, elle me dit, non, non, c'est bon, t'inquiète. Parce que pour moi, c'est important aussi le relationnel, comme disait Thomas. Et c'est tout au long, c'est une procédure, quoi. De se dire qu'on peut compter sur l'autre, pas pour faire son travail, mais juste pour dire, c'est bon, t'inquiète pas, tu vas y arriver, tu es au bon endroit. Juste une petite piqûre de rappel, voilà. Pour ceux qui, comme toi, ont de l'expérience, de nous dire, ne t'inquiète pas.
Voilà. Et c'est pas une faiblesse hein, de dire à quelqu'un, t'inquiète pas, tu vas y arriver. C'est juste voilà, insouciant. On a tous besoin de Exactement. structurer dans nos vies, hein, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel. On est humain, bien évidemment. Mais après, je rebondis sur cette affaire de copropriété. Si vous vendez des biens en copropriété, vous ne pouvez pas ne pas être formé là-dessus. Et De toute façon, il y a trois aujourd'hui, choses à connaître en copro. Il y a le TDG, hein, l'état technique des parties communes. Il y a l'audit énergétique qui est très important au jour d'aujourd'hui. Et il y a aussi de savoir les charges, ce qu'il y a dedans. Savoir expliquer qu'est-ce exactement. qu'il y a dans les charges. Il y a plein de conseillers immobiliers, ça savent même pas ce que les gens y payent. Ah oui, super. C'est vrai. Moi, souvent, j'ai beaucoup de biens en copro, bah, de par mon passé professionnel, parce que j'ai fait 10 ans de gestion de copro. Euh, la première chose que les gens me disent souvent quand on a des charges qui sont élevées, oh, ouais, mais c'est trop élevé. Bah, je leur réponds, ok, c'est trop élevé, mais est-ce que vous avez conscience de ce que vous payez dans les charges? Quand vous avez le chauffage, l'eau chaude, l'eau froide, des gardiens, ben, déjà, Non, c'est pas vert. C'est pareil. mais enfin, c'est souvent le poste le plus important et différenciant dans les charges de copropriété, ça va être l'eau chaude, l'eau froide, le chauffage. Donc quand vous avez un bien avec des charges où vous avez uniquement l'eau froide et l'entretien des parties communes, et quand vous avez un bien avec eau chaude, eau froide, chauffage et entretien des parties communes, le budget n'est pas le même. Par contre, invitez votre client, qui est certainement actuellement, votre client acquéreur, qui est certainement soit déjà propriétaire d'un bien, soit en location dans un bien, invitez-le à regarder ses factures d'énergie, parce qu'elles sont sans doute privatives. Il n'a pas conscience enfin, il n'a pas conscience du budget de ses factures d'énergie, plus de ses factures d'eau, etc. En général, quand il fait le cumul de ses charges de copro s'il est dans un appart, ou des provisions sur charge s'il est en location, et de ses dépenses de chauffage et d'eau chaude, ben finalement, elles sont pas si chères que ça, les charges où tout est inclus, hein. Et c'est factuel. Mais ça, apprenez-le, il faut que vous ayez toujours cette réflexion et enfin, apprenez à à détecter les éléments les plus importants en copropriété. Pareil, il y a quelque chose qui est hyper important en copro, c'est les impayés, les procédures. Parce que souvent on parle de procédures en copropriété. Est-ce qu'il y a des procédures en cours? Alors des fois, il y a des procédures contre des institutions, contre le promoteur, par exemple, quand c'est une résidence récente. Mais quand vous avez des procédures de recouvrement de charges, il faut savoir de quoi on parle et surtout de quel montant. Et ça, est-ce que vous savez comment aller les chercher? Dans les convocations d'Assemblée générale. Bon, après, je ne vais pas vous faire un cours de copro, sinon on en a pour la journée. Mais toute cette, tous ces éléments, il faut que vous soyez aujourd'hui en mesure de les comprendre, de les analyser et de les expliquer à un client acquéreur. Donc, quand vous prenez un bien en mandat, mais il est impératif que vous connaissiez tous les tenants, les aboutissants, les éléments techniques, les éléments juridiques. Il faut que vous soyez incollable sur le bien. Donc, ça demande un peu de travail, oui. Ça demande de passer des petites heures d'analyse, que ce soit sur les diagnostics, que ce soit sur les PV d'Assemblée générale, euh, tous les éléments autour du bien. Voilà pourquoi on mérite un mandat en exclusivité. Parce qu'on met tout en œuvre pour vendre le bien, mais parce qu'on a une parfaite connaissance de son métier et du bien en question. Après, il peut vous arriver que vous ayez des cols, on ne peut pas tout savoir, on n'a pas la science infuse. Ben, dans ce cas-là, vous vous renseignez, dans les 24 heures, vous avez l'information. Parce qu'aujourd'hui, pour générer une offre, quand vous faites une visite à un client acquéreur, qu'est-ce qu'il a besoin, le client acquéreur? Vous n'avez pas une petite idée? De toutes les réponses à ces questions. D'être rassuré. Exact, Rassuré? d'être rassuré. C'est la base. C'est comme ça que vous allez générer des offres. Donc, pour être rassuré, le client, il a besoin d'être, d'avoir réponse à ses questions, d'avoir quelqu'un en face de lui qui a une posture sûre de lui, qui a une posture de professionnel et une apparence. Je fais une aparté parce que on va pas faire des visites en survêt, claquettes, chaussettes. J'extrapole, mais j'en ai vu des vertes et des pas mûres.
Donc, ayez toujours cette posture de professionnel dans votre mindset, dans votre apparence, dans votre façon de vous exprimer aussi. Et ayez réponse à toutes les questions qu'un acquéreur va vous poser. Donc, quand il a réponse à toutes ces questions, il se sent rassuré et il est beaucoup plus facile de générer une offre. Alors, on va vous parler de closing, faut closer le client. Moi, ces expressions, elles me font vomir. Moi, je close pas un client. Je réponds à sa demande en lui faisant visiter un bien qui correspond à son projet. Bien évidemment, j'ai analysé son profil au téléphone avant de lui faire visiter. Et je lui ai envoyé aussi la vidéo du bien pour être sûr que tout lui convient, que l'agencement lui convient, etc. Après, je fais une visite qualifiée. Après, bon, des fois ça colle, des fois ça colle pas, hein. Une fois qu'on arrive sur place, enfin, même si ça répond à peu près à tous ces critères, il y a parfois des raisons qui font que ça ne colle pas. Mais en tout cas, je fais des visites qualifiées. À l'issue, je réponds à toutes ces questions, sans exception. Ici, comme je vous dis, hein, personne n'a la science infuse. S'il s'avère qu'on n'a pas réponse à toutes ces questions, bah, dans les heures qui suivent, on va la chercher la réponse et on lui donne. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'estime mériter la confiance totale de mes clients vendeurs, parce que je mets tout en œuvre pour vendre leurs biens. Quand je vais visiter un bien pour la première fois, quand je l'estime, je vais analyser ce qui va plaire au client et ce qui va moins plaire. Bien évidemment, ce qui va moins plaire, je vais proposer des axes d'amélioration. Après, le client vendeur, charge à lui de le mettre en place ou pas, de faire les dépenses nécessaires ou pas, parce que c'est souvent des petits travaux. Mais au moins, j'ai été force de proposition. Et pareil, quand j'ai un bien à la vente, je mets en place une stratégie de commercialisation. Ça parle à quelqu'un, la stratégie de commercialisation? Est-ce que quelqu'un veut en parler? Soyez pas timide. Moi, j'explique à mon client ma méthode, c'est-à-dire que quand il est sur ma zone de chalandise, dont je connais très bien le secteur, je lui explique dans un premier temps que je vais aller chercher dans les potentiels acquéreurs que j'ai dans mon portefeuille. Je vais d'abord communiquer en off sur sa maison aussi au sein du réseau IAD qu'on a sur le 44, parce que voilà, on a entre nous des supports qui nous permettent de partager. Et puis qu'après, je vais faire des photos. Enfin, je lui explique toute la méthode dans tous les détails Ouais, mais ça, c'est pour ton qu'il ait job. l'impression que je vais faire déjà beaucoup de choses. Ça, c'est ton job. Mais quand je parle de stratégie de commercialisation, c'est la façon dont on va présenter le bien pour Ah oui, générer lors d'une... l'attractivité des clients et a fortiori des offres. Je vous redonne un exemple. Vous avez un bien qui est passoire énergétique. J'en ai parlé un petit peu précédemment. Quelle stratégie de commercialisation vous allez utiliser? Bah forcément, ce qui va pêcher, ça va être le fait que le bien soit en F ou en G, passoire énergétique. Vous savez d'avance que ça va être le point sensible. Donc, comme vous le savez d'avance, ce que vous allez faire, c'est que vous allez préparer le terrain à l'acquéreur. Vous allez déjà analyser les travaux qu'il va falloir mettre en œuvre et les budgéter. Quand vous avez un bien en copropriété et que vous avez un ravalement à l'ordre du jour, bien évidemment, vous n'allez pas dire à votre client, non, 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 les façades sont très belles, il n'y a pas de ravalement à venir. Qu'est-ce que vous allez faire? On chiffre les travaux. Bah, après, le chiffrage, on ne l'a pas toujours. Par Mais ça rapport à va cet être... entième. Oui, mais le chiffrage, on ne l'a pas toujours. Des fois, on a un projet de ravalement sur une copropriété, mais derrière, on n'a pas forcément... Tu te renseignes, tu te renseignes avec les artisans, tu te renseignes du tarif. Et après, comme elle disait, avec le tantième, t'as déjà une fourchette Alors, de- n'allez pas sur un terrain que vous ne maîtrisez pas. N'allez pas annoncer aux clients qu'il va y en avoir pour 10 000, alors que finalement, ils vont finir en rénovation énergétique et qu'il va y en avoir pour 25 ou 30 000. Surtout, ne prenez pas de risques. Par contre, vous ne mentez pas aux clients.
Vous lui expliquez que oui, effectivement, il y a un ravalement à venir. Que dans toutes les copropriétés, que dans tous les biens immobiliers, il y a une nécessité d'entretenir le bien. Donc l'entretien, bah, il est même rassurant, parce que s'il n'y avait pas de travaux du tout, il ne faut pas oublier que le bien, bah, il se délabre, et forcément, il perd de sa valeur. Donc, le ravalement, alors oui, c'est sûr que ça va être un budget qu'on a prévu dans l'estimation, parce qu'en amont, vous avez eu l'information et vous avez fait votre estimation en conséquence. On n'estime pas un bien où le ravalement vient d'intervenir au même prix qu'un bien où il y aura un ravalement à venir. Donc ça, vous le mettez en avant. Ça fait partie de votre stratégie de commercialisation. Et vous lui expliquez qu'une fois le ravalement terminé, bah, ça va valoriser la copropriété et valoriser les biens qui sont dans cette copropriété. Donc quand je vous parle de stratégie de commercialisation, c'est que vous allez aller chercher les points qui pourraient bloquer ou freiner un client pour en faire un atout. Ou en tout cas rassurer le client pour qu'il puisse se positionner. Et ça, c'est un vrai taf. Et le problème aujourd'hui, il est là, c'est qu'on a trop de conseillers en immobilier légers et qui ne se forment pas pour pouvoir donner toutes les informations aux clients acquéreurs et pour pouvoir tout mettre en place pour vendre correctement le bien. Donc, l'objet de mon atelier, on va pas tarder à terminer parce qu'il est midi et je sais que bon nombre de confrères IAD ou autres réseaux, on a tous d'autres chats à fouetter. Mais je pense que c'est important que vous ayez conscience de l'importance de votre positionnement dans votre métier, l'importance de votre formation. Aujourd'hui, un client vendeur, il vous confie son projet de vie. Il vous confie un bien à plusieurs milliers d'euros. Il s'endette sur 20 ou 25 ans. Donc, c'est pas à prendre à la légère. C'est un vrai métier. Sabine, tu veux intervenir? Moi, je voulais juste revenir sur, parce que j'ai un peu eu le cas là en ce moment, bref, avec Amanda, où effectivement, on n'a pas du tout ni de vision sur le ravalement de façade. On sait qu'ils vont se faire, mais on ne sait pas quand et surtout, on ne sait pas combien. Donc, dire au client acquéreur, oui, le prix comporte aussi ces travaux-là, mais du coup, comment tu gères c'est moins cher parce que, et c'est moins cher de combien? Parce que là, l'acquéreur, il va dire, ouais, mais c'est combien les travaux? Je sais pas. Enfin, Bah, tout dépend du bien, tout dépend de la copropriété, tout dépend du secteur. Après, ça, c'est du cas par cas, hein. Je ne vais pas pouvoir ouais. te dire, bah non, il y a une décote de 1, 2, 5%, 10%. Non. Tout dépend de la copropriété, du ravalement qui va être mis en œuvre. Après, il faut un petit peu de connaissances techniques. Et si vous Ouais, n'avez pas c'est ces ça. connaissances techniques, bah, formez-vous. Vous avez aussi la possibilité de discuter avec le syndic. Alors, c'est vrai que les syndics ne sont pas forcément très accessibles parce qu'ils ont beaucoup de travail. Non, celui-là, il l'est pas du tout même. Par contre, entre le copropriétaire, votre client, et le syndic, qui est-ce que vous pourriez aller voir? Vous n'avez pas d'idée? Le président de la copro. Et ouais. Et lui, il peut vous en donner des infos. Donc, n'hésitez pas à aller chercher, à aller frapper à toutes les portes. Hmm. Enfin, il faut juste un peu de jugeote, hein, c'est pas méchant ce que je dis, hein, et je ne parle pas de toi, Sabine, du tout, hein. Je parle Oui, oui, oui. en général. Il faut un peu de jugeote. Quand vous avez une colle, mais cherchez la solution. Il n'y a pas trop de difficulté à la trouver. Allez frapper aux portes, allez vous renseigner auprès des bons interlocuteurs. Et puis, bah, parfois, le syndic, bah, s'il ne veut pas vous ouvrir la grande porte, vous rentrez par la fenêtre, hein. Même quelquefois les gardiens, ils nous donnent des contacts aussi. Complètement, les gardiens. Moi, j'ai une gardienne, c'est une Mm. copine. Je l'aime beaucoup. C'est les concierges. Mais grave, Oh, mais le grave. sourire, le sourire, On t'entend pas très bien, ça bug, Thomas. j'aime On t'entend plus. beaucoup. Je recommande. On t'entend pas tellement, en fait. Ce que tu dis, on n'entend Tu rien. m'entends ou pas? Non, là, ça y est, on t'entend. Ah, bah, bon, bah tant pis, c'est pas grave. Non, je disais, t'as fait un sourire qui montrait bien qu'elle t'a déjà recommandé, quoi. Ouais, elle m'a déjà recommandé. Après, enfin, mon business ne se repose pas que sur elle. Elle m'a recommandé deux, trois fois. Mais au-delà de ça, c'est hyper sympa. Les gardiens, en général, ils sont
Ils sont très, enfin, je trouve qu'il y a pas mal de gardiens où c'est hyper sympa d'échanger avec eux. Ils sont gentils. Puis j'aime bien discuter les gardiens. Donc ça crée du lien. On Bah, t'entend plus, Thomas. tu peux me permettre juste un petit retour Ouais, sur l'exclu? oui. Rapidos, après, je pense que tout le monde va aussi aller manger, je pense. Mais moi, aujourd'hui, j'avais fait une formation à mes débuts. Alors, c'était pas une formation interne à IAD, c'était un organisme à part. Mais ça a changé beaucoup de choses sur l'approche. Alors, pareil, hein, j'utilise mon passif commercial, comme j'entendais les 20 ans d'assurance. Moi, je dis, on démarre pas de zéro dans ce métier-là, on débarque avec on démarre avec des bagages. Et il faut juste, en fait, l'adapter avec la technicité de l'immobilier. Mais pour revenir sur vraiment le pur mandat exclu, moi, je suis toujours un rebelle là-dessus quand je vois des collègues se dire, ah bah, je prends le mandat simple, c'est toujours une chance de vendre. Moi, je suis convaincu que dans notre métier, c'est l'élément central, il est autour de ça. Et pour l'obtenir, il faut aussi savoir l'expliquer. Parce qu'en fait, l'imposer à un client, comme des fois j'ai des confrères qui le font, hein, quand moi je vais sur des estimations et qu'en fait, oui, oui, il travaille en exclu, il m'a dit tout de suite qu'il travaille en exclu. Ok, mais en fait, on oublie encore une fois de se mettre à la place du client et de savoir lui expliquer en quoi c'est dans son intérêt à lui d'avoir une exclusivité. Et ça, je trouve que ça manque aussi parce que tu as des agences de mon coin, des agences Vitry qui vont être là, qui vont arriver, qui vont planter le décor parce qu'ils ont une cinquantaine de biens en ligne. Et en fait, parce qu'ils sont présents sur le secteur, pour eux, c'est l'exclu rien. Mais en fait, expliquer à un client, je trouve que ça a beaucoup plus d'importance et des fois, bah, ça permet aussi aux clients de se détendre avec ça. Et aussi une autre manière, et ça c'est un truc que j'amène depuis quelques mois, mais aussi détendre le client, parce que mandat, charge, vendeur, parce que souvent on a peur aussi de nos honoraires, on peut aller chercher aussi l'objection des honoraires, plein de choses. C'est le dernier truc que je dirais, après je me tais, parce que c'est pour ça que je ne prends pas la parole, sinon je parle trop, mais voilà, pur commercial de base. Et, mais l'idée, c'est que je trouve qu'il y a aussi ce décomplexé avec les honoraires. Mais quand je parle en fait à un vendeur et que je lui dis qu'en fait, bah, c'est pas lui le vrai client, et qu'il vous regarde et qu'il vous dit, bah si, je suis un client. Je dis, ah, attendez, j'entends, je vais vous l'expliquer. Bien sûr, vous êtes mon client. Mais par contre, vous et moi, nous allons proposer un stock sur le marché. Je dis, comment ça, un stock? Bah, je vais prendre l'exemple d'une lessive. Je la mets en rayon. Tant que quelqu'un la saisit pas et la va à la caisse pour la payer, on est d'accord que la lessive, elle a toujours la même valeur, elle est toujours en rayon et elle n'a pas bougé. Donc en fait, le vrai client, celui qui va vous payer, vous et moi, c'est notre acheteur. Donc en fait, il faut qu'on travaille en bonne intelligence tous les deux pour qu'on puisse aller chercher cet acheteur et qu'on puisse le rassurer sur tous les éléments de votre maison. Donc c'est pour ça que je vais vous poser depuis quand vous avez changé votre abattant de toilette. Parce qu'il m'a l'air neuf, votre abattant de toilette. Mais moi, je vais m'en servir en visite parce que je dis, voyez, on a quand même un vendeur qui est sérieux. Et en fait, il faut vraiment aller chercher la valorisation de l'acheteur et elle passe par le respect de tout ce que tu as énoncé, mais le respect des connaissances du bien, le respect des connaissances du profil vendeur, du pourquoi il vend, de combien d'années il a passé ici, qu'il a élevé ses enfants. Il faut aller chercher l'aspect émotionnel aussi dans tout ça parce qu'il ne faut pas oublier que l'achat immobilier, c'est un projet de vie et souvent on tire sur la partie émotionnelle. Alors après, vous avez l'investisseur pur où là, c'est un autre débat, mais nous, on n'oublie jamais la partie émotionnelle et le côté anti-vente. Moi, je dis toujours, le client, il a juste peur en fait de signer un contrat sur lequel il va s'engager. Et il faut lui expliquer ce qu'il va signer. C'est juste ça en fait. Moi, je pense qu'il faut décomplexer le Alors, je suis client d'accord sur la avec partie toi. Je suis d'accord avec toi et ce que tu dis, Thomas, c'est intéressant, mais moi, j'irais même plus loin. Au-delà de lui expliquer, il faut lui démontrer. totalement. Et Et c'est là que la légitimité revient en cause. démontrer aussi ton professionnalisme et tes connaissances et tes compétences. Et après l'exclu, c'est même plus un sujet. Mais tu as tout compris. Et c'est juste ce que j'essaye d'expliquer depuis le départ. C'est beau, c'est beau, c'est Non, beau. mais Bravo. complètement. Aujourd'hui, moi, j'ai des clients avec qui c'est une fois que j'ai échangé sur l'estimation, sur la stratégie de commercialisation, sur les petites choses à ajuster sur le bien, etc. Mais l'exclu, elle va de soi parce qu'ils ont déjà vu tout ce que j'étais capable de mettre en œuvre pour la vente de leurs biens. Mais encore une fois, il faut se former et il faut travailler sur soi. Ça, c'était les mots de la fin. Mindset. Le mindset, incroyable. Bah, Exactement. merci. À tout de suite, Thomas. T'arrives dans combien de temps? 13 minutes, mais comme je t'ai dit, j'ai mon Airbnb à 14, donc Ok, ça me laisse pas le de temps d'aller souci. faire ma petite course à pied. Donc, voilà, c'était un petit peu la conclusion de cet atelier. J'ai mis en place un petit groupe WhatsApp dans lequel personne ne peut parler. Je balance juste les infos sur mes ateliers. Si vous voulez le lien, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé, un texto, un SMS, un mail, tout ce que vous voulez. Je suis joignable de partout. Merci en tout cas pour votre participation. C'était hyper intéressant, c'était constructif.
Je vous invite à poursuivre dans cette ascension, dans cette volonté de s'améliorer chaque jour pour pouvoir prétendre sans difficulté à des mandats en exclusivité. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.